j'invite le troisième intervenant, Monsieur Georges Van Boeken, docteur, ingénieur, académicien. Il a fait toute sa carrière en recherche et innovation énergie pour la Commission européenne. Et il va nous présenter la vision du secteur du nucléaire. Je voudrais prendre un peu de recul et vous expliquer, sans critiquer, parce que ça, ce n'est pas ma philosophie, les autres énergies. Au contraire, on a besoin de tout. Donc, ça c'est en un mot le résumé de tout mon exposé. En 2040, dans le meilleur des cas, on aura besoin de 100 TWh d'électricité. Aujourd'hui, on est à 80 environ. On a vu ça dans différentes présentations précédentes. Si on passe au tout électrique, dans le meilleur des cas, on n'aura besoin que de 20 TWh en plus. Donc c'est pour ça que je me limite à 100 TWh. Qu'est-ce que cette figure représente aussi? Le mélange fossile, nucléaire et renouvelable doit rester ensemble dans des proportions différentes pour chaque pays, bien entendu, selon l'acceptation par l'industrie, par les grands acteurs, les politiciens et le monde de la recherche. Il y a donc dans cette image, si vous voulez, le mix énergétique résumé et le résumé de tous les acteurs aussi qu'il faut mettre dans le coup. Tout aussi important, bien sûr, l'économie circulaire. Il est évident que dans tout ce qu'on fera dans le futur, il faut beaucoup plus insister sur le recyclage des matériaux et la réutilisation de l'énergie. Ça, c'est la façon dont les grands pays aujourd'hui, industrialisés et en voie d'industrialisation, par exemple l'Afrique du Sud, conçoivent leur système énergétique. Le système énergétique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une chaîne de valeur. Une chaîne de valeur qui part des trois énergies primaires, renouvelables, fossiles et nucléaires, qui fait trois passages successifs, une série de technologies de conversion, qui produit des énergies secondaires, les vecteurs d'énergie, on peut ajouter ici l'hydrogène bien entendu, une autre série de technologies nécessaires pour s'approcher du consommateur final, et ça c'est le but de toute politique énergétique, satisfaire le consommateur, qu'il soit industriel, commercial, résidentiel, agriculture ou transport. Donc c'est essentiel quand on discute de l'énergie d'avoir cette vision globale. Il ne s'agit pas de faire une guerre de religion entre les trois énergies primaires, ça n'a aucun sens. Le but de toute politique, c'est de satisfaire les acteurs et les consommateurs à la fin de la chaîne énergétique. Voilà le nucléaire en Belgique, on peut le résumer en une page célèbre pour les plus anciens. Objectif Lune 1953, Hergé à l'époque avait déjà dessiné le réacteur BR1, donc ce qui montre qu'à l'époque les gamins étaient pris dans cette grande folie, si je puis dire, ce grand enthousiasme pour le nucléaire, qui a été concrétisé quelques années après par le traité Euratom que nous connaissons tous. L'énergie nucléaire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de passer à ce qu'on appelle la 4e génération, c'est-à-dire génération première, c'était juste après la guerre, puis il y a eu la grande crise du pétrole, on a cru qu'il n'y avait plus de pétrole aussi bon marché qu'avant, on est passé à une nouvelle énergie grâce à l'appel Atoms for Peace de Eisenhower. On a développé la génération 2, 450 réacteurs dans le monde, 60 réacteurs en construction pour le moment, dans le monde. On est en train d'installer génération 3 dans différents pays et les laboratoires, la Belgique en particulier, est en train de préparer la génération 4 qui a comme particularité le recyclage des actinides mineurs, donc tout ce qui est déchets radioactifs de longue durée est consommé, est recyclé et transmuté en des éléments de durée beaucoup plus courte et cogénération de chaleur à des enthalpies bien plus élevées que les 320 degrés d'aujourd'hui. Ça, on l'a déjà vu, c'est important, il faut le rappeler, l'électricité ne représente que 1/5 de la discussion globale. Voilà une image qui montre bien le mix énergétique au niveau mondial, et l'électricité, elle représente, comme je l'ai dit, 20%, composée venant en grande partie des fossiles, en partie moyenne du nucléaire et à peu près de la même quantité des renouvelables. Ça, c'est au niveau mondial.
Ça, c'est très important. Qu'est-ce que c'est? C'est Fatih Birol, qui à chaque conférence, donc le patron de l'Agence internationale de l'environnement, répète avec beaucoup d'insistance, mais beaucoup de regret aussi, que depuis 41 ans, le rapport entre énergie fossile et non fossile dans le monde n'a pratiquement pas bougé. En 71, il était de 84%, en 2012, il est de 82%. Donc depuis 41 ans, depuis le rapport Brundtland, qui était un rapport brillantissime, qui a ouvert les yeux sur l'écologie moderne, sur des nouveaux comportements, les efforts incroyables en termes financiers, recherche technologique qu'il y a eu depuis 40 ans, on n'a pas bougé la proportion entre les énergies non fossiles et les énergies fossiles dans le monde. Ça pose question pour les grandes ambitions du futur. Nous sommes les premiers, bien entendu, tous à vouloir décarboner. Il n'y a pas l'ombre d'une hésitation sur cet objectif de la PAC 21, mais ce sera extrêmement difficile. Ça, c'est un graphique qui, pour moi, est essentiel, venant d'une source irréprochable, l'IEA, l'Agence internationale de l'énergie, à Paris. Le CO2 a bien entendu monté, puisque là, ça c'est des valeurs proportionnelles, ça c'est une valeur absolue. Donc il est évident qu'il y a un problème de ce côté-là. La situation belge, qu'est-ce qu'elle est? Depuis 2007, 86 TWh, la crise de 2009, etc. On arrive à 83 aujourd'hui, le saut de 20 TWh dont j'ai parlé pour l'électrification globale. De quoi était composé ce mix énergétique en Belgique depuis 30 ans? D'abord un maximum de fossiles et puis un maximum de nucléaire, et puis tout ça c'est graduellement rétréci, si on peut dire, et les renouvelables et la biomasse commencent à apparaître ici. Donc le vert, le jaune, le solaire, et le vert, le vent. Donc il est évident qu'il y a encore un potentiel d'expansion qu'il faut utiliser pour ces énergies renouvelables, mais de grâce, gardons en tête ces proportions-là pour savoir quelle est l'ampleur des défis auxquels on doit faire face, auxquels vous devrez faire face, vous, la nouvelle génération d'ingénieurs. Voilà le mix énergétique très important dans ce graphique. Il y a les importations et il y a malheureusement, publié très rarement, l'importation d'énergie. Donc en 2016, il y avait 46 de nucléaire, 16 de renouvelables, 20 de fossiles et 17% de importation. Qu'est-ce que ça veut dire? 62% de décarbonés au total, et peut-être même plus si on compte que les importations viennent de France, qui est décarbonée. Le prix de l'électricité pour chaque ménage belge, vous pouvez vérifier à titre personnel. La consommation d'un ménage moyen, 3500 kWh, électricité, 23 000 kWh en gaz naturel. Ça vous fait une facture d'environ 2000 €. Dans d'autres cadres, je discute le détail de cette facture parce que ça vaut la peine de savoir ce qu'on paye exactement, hein, sachant que là, à la sortie de la centrale, hein, il n'y a que 30% de la facture. Voilà le mix énergétique belge cet été, donc c'est tout récent. L'information est sortie hier sur le réseau ELIA. En Belgique et dans le monde, donc les données de ELIA en Belgique et les données de GIEC pour le monde. Un été très très chaud en Belgique et 6,5% de soleil. C'est excellent en électricité. Moins de vent, 4,5% de vent. Nucléaire, 47,5%. Gaz et autres, 41%. Dans le monde, vent. Statistique du GIEC de l'été, 1,5%. Soleil, la même chose. Nucléaire, 3%. Gaz et autres, 96%. Donc ce sont des chiffres incontestables qu'il faut garder en tête. Le blackout en Belgique, on en parle trop ces jours-ci. Pourquoi? Parce que tous les jours, il y a des nouvelles qui se contredisent. Mais la réalité, c'est celle-ci. On a une capacité depuis 2010 en gigawatts. Hein, donc on ne parle plus d'énergie ici, on parle de capacité qui diminue. Et le pic, lui, il reste constant à 14 gigawatts environ. Donc il y a en effet un problème à prendre très au sérieux. Le CAP, qu'est-ce que c'est? C'est un mix énergétique équilibré. Rappelons que l'Europe a été construite sur 2 traités de type énergétique. L'ACK en 1952, l'accord charbon-acier. Euratom, hein, l'atome, l'énergie nucléaire en 1957, le traité Euratom. Donc c'est vraiment ce besoin d'unir ces efforts énergétiques qui a fondé en grande partie l'Europe.
PAC, bien entendu, le traité d'il y a 2 ans, archi important, le monde entier a signé ça. Trump s'est retiré, mais ça, c'est peut-être, j'espère, accessoire. C'est donc ça qui dirige les efforts du monde entier depuis quelques années. Voilà les objectifs européens, très intéressants, 3 x 20 en 2020. Bonne nouvelle, l'Agence européenne de l'environnement a confirmé que l'Europe est en très bonne voie d'atteindre ces 3 objectifs. Bravo, et c'est normal qu'on y soit arrivé. Beaucoup plus ambitieux, 2030, 20% devient 40%, 20% de renouvelables devient 27%, 20% d'efficacité devient 27%. 27% de renouvelables, je voudrais insister là-dessus sur 2 points. Les Allemands ont été extrêmement durs dans ces discussions, ils ne voulaient pas arriver à 27%, ils trouvaient que c'était beaucoup trop. Les Allemands ont failli claquer la porte du Conseil en été de cette année-ci, estimant que 25% c'est un maximum. Leur réseau ne tient pas le coup avec des pourcentages frôlant les 30%. Deuxième question très importante à propos de ces 27%, si on arrive à les imposer au niveau européen, ce que je souhaite bien entendu, la question c'est d'où viendront les 73 autres pourcents. C'est ça la question importante. Donc là, de nouveau, fossiles et nucléaires dans une proportion à discuter pour chaque pays. Donc ces 27% de renouvelables sont extrêmement importants. Les 40% de gaz à effet de serre, on y arrivera. Les 27% d'efficacité énergétique, c'est au niveau des ménages qu'il faut travailler. Les industriels ont déjà fait un maximum puisque l'énergie leur coûte très cher. Et donc, ça, on peut être sûr. Le nucléaire en Europe est passé par les stress tests, comme vous savez. Donc c'est une des discussions pour le moment dans les centrales belges. Il faut qu'une centrale belge, à mon avis, des installations chimiques et même certaines pharmaceutiques devraient passer le même genre de tests, doivent résister à toute une série et c'est normal, tout à fait normal, d'accidents extrêmes. Le stockage souterrain, la Finlande l'a obtenu au niveau parlementaire, après une discussion tout à fait démocratique et très intéressante. Depuis 2015, les Finlandais ont l'autorisation d'enfouir leurs déchets souterrains. J'ajoute ici un commentaire intéressant venant du porte-parole de Greenpeace en Finlande. La pire solution, la pire option serait de ne rien faire et de laisser les combustibles usés à la surface. Donc Greenpeace Finlande a une approche tout à fait différente d'autres partis écologiques. C'est assez intéressant de voir ça. Voilà les statistiques dans le monde, je l'ai déjà dit, 450 réacteurs, 60 en construction, 30 rien qu'en Chine. Donc il y a un énorme redéploiement après Fukushima. Fukushima, on en a tiré les leçons. Il y a un énorme redéploiement du nucléaire dans le monde. Économie circulaire, on en a parlé. L'économie circulaire en Belgique, on a une expérience modèle qui est MIRA. MIRA, au centre d'études nucléaires de Mol, a eu récemment, le 7 septembre, un boost extraordinaire du gouvernement fédéral. 558 millions d'euros ont été mis dans la corbeille pour la période 2019-2038 pour développer ce nouveau modèle génération 4 de réacteurs nucléaires qui continuera à fabriquer des isotopes pour la médecine et pour l'industrie et qui, ça c'est sa particularité, va transmuter, va transformer les actifs mineurs en des produits de faible durée de vie. Donc c'est vraiment très innovant. La Belgique reprend le flambeau au point de vue innovation nucléaire. Bravo à SCK-CN Mol. Très intéressant ce qui va se passer dans les années prochaines, au niveau mondial, peut-être pas au niveau belge, mais il faut regarder ce qui se passe dans le monde. Il y aura toute une série de conceptions nouvelles, évolutionnaires, ce qu'on appelle génération 3. Il y aura des petits réacteurs nucléaires de 100 à 300 MW qui vont s'adapter aux énergies intermittentes, et c'est une chose excellente. Il faut une alliance entre le renouvelable et le nucléaire. Donc le nucléaire doit lui-même s'adapter, diminuer de puissance et devenir suivi de charge, comme on dit. Et il y aura toute une série de nouveaux réacteurs ici, de type génération 4, je l'ai déjà dit, cogénération de chaleur à haute température et destruction des activités mineures. En 2030, qu'est-ce qui va se passer quand la génération d'étudiants dans la salle sera
aux commandes. Il va y avoir un télescopage de 3 générations de nucléaire, si vous voulez. Il y aura la prolongation de vie d'un certain nombre de centrales qui auront passé les tests, bien entendu, pour obtenir cette autorisation. Il y aura les first of a kind, des nouvelles séries de type génération 4. Et il y aura des démonstrateurs de type génération 3 ou 4. Tout ça va se retrouver autour de l'année 2030 dans le monde, avec les Chinois en tête. Je répète, 30 nouveaux réacteurs, dont 5 de génération 4 en Chine. Et ça va nous arriver, bien entendu, par les nouvelles routes de la soie. Vous connaissez bien cette conception de la nouvelle politique chinoise. Voilà la cogénération à haute température. La chaleur sortant de réacteurs refroidis aux métaux liquides ou au gaz peut monter jusqu'à des enthalpies de 500 à 1000 degrés. Donc du coup, le verre, le ciment, l'acier, la fabrication d'hydrogène sans CO2 devient tout à fait possible et est déjà testé pour le moment en Chine. Donc, il est évident que si on veut prendre au sérieux la décarbonation de la société, il faut arriver à un mariage de raison. Ce ne sera jamais un mariage d'amour, bien entendu, mais un mariage de raison entre les renouvelables et le nucléaire. Ce qui, d'un point de vue ingénieur, ça on peut développer dans d'autres cours, est très utile puisque l'un est une énergie de type flux et l'autre une énergie de type stock. Il s'agit à tout moment d'optimiser les flux et les stocks comme en recherche opérationnelle. Une loi très importante des réseaux électriques qui alimente la discussion aujourd'hui, c'est cette fameuse équilibre permanent entre l'offre et la demande d'électricité. Elia, le rôle de Elia, et vous avez vu qu'Elia s'oppose à Engie dans ce cas-là. Le rôle d'Elia, c'est de garantir aux citoyens et aux industriels belges à tout moment la quantité d'électricité nécessaire. Pourquoi? Pour une raison très simple, l'énergie électrique ne se stocke pas. Et on peut bien sûr rêver à des super batteries, Elon Musk et autres, mais on est loin d'arriver à ça au niveau d'un pays, au niveau d'un réseau de chemin de fer, au niveau d'un hôpital. Pour une voiture, ça va, pourvu qu'on ait les 100 000 € et les 500 kilos nécessaires. Si on rate cet équilibre de 1%, on passe de 50 Hz à 49,5 ou à 50,5, ça va encore de 2%. Le réseau claque. Donc il faut absolument garder cet équilibre permanent. Autre problème des réseaux électriques, que ce soit réseaux linéaires classiques ou les réseaux intelligents circulaires, c'est la même chose. L'électricité passe par le chemin de meilleure conductivité et donc ne va jamais là où on va. On ne peut pas dire à l'électricité d'aller à un endroit bien précis. Gros problème en Tchéquie depuis quelques années, quand les Allemands déchargent toute leur énergie de la mer du Nord vers la Bavière, ça passe par la Tchéquie et ça déstabilise le réseau. Les 3 conditions, on les a discutées déjà, société, économie et écologie, le fameux triangle que toute politique énergétique doit vérifier. L'économie, qu'est-ce que c'est? C'est un LCOE, on en a entendu parler juste avant, mais si on parle d'énergie intermittente, on doit rajouter ce terme. Ce terme est rarement, pour ne pas dire jamais rajouté. Le stockage d'énergie est absolument indispensable dans l'équation de toute énergie intermittente. Et ça peut changer les chiffres de façon assez étonnante. Deuxième chose, la société. Qu'est-ce que c'est la société? Ce n'est pas seulement le bon vouloir des citoyens. Boston, par exemple, a étudié la chose. On arrive à ce phénomène assez intéressant. Les gens veulent des coûts minimaux, des prix stables, de la compétition, pas de nucléaire, pas dans mon jardin, indépendance énergétique, pas de CO2, sécurité d'approvisionnement, bref, une équation à 8 inconnus, c'est absolument insoluble. Intéressant de voir que certains philosophes, du côté flamand, Maarten Boudry a toute une école autour de lui, du côté francophone, le nouveau manifeste le nouveau manifeste éco-moderniste est assez intéressant. Ce sont des gens qui réfléchissent à un autre type d'écologie beaucoup plus globale que ce qu'on entend en général dans les médias. Écologie, donc la non-carbonation, tout aussi important, pas seulement le manque de carbone, mais la surface qu'on utilise dans les sols, dans les prairies, dans la mer, etc. Tout ça, ce sont des critères qui rentrent dans la
dans l'équation écologique. Je vais avancer un peu plus vite. Ça, c'est le doublement de la consommation d'électricité vu par les industriels. Donc, les Enel, par exemple, se rend bien compte qu'en 2050, on devra arriver là. Ça, c'est un site internet que je vous recommande absolument d'aller voir, Electricity Map, qui vous donne à tout moment la consommation énergétique de chaque pays, la production de CO2 et le coût du mégawattheure. C'est extrêmement intéressant. Ce sont deux chercheurs qui collectent toutes les données des ELIA, des gestionnaires de réseau dans le monde, en Europe en particulier, et qui vous donnent alors ce genre de chiffres extrêmement intéressants. Allez voir, s'il vous plaît, ça. La France, comment est-ce qu'elle a résolu le problème de l'intermittence? Donc la France est très bonne en énergie renouvelable, mais elle a besoin d'un gros paquet stable pour stabiliser son réseau. Elle a fait du nucléaire à environ 70%. On verra un peu plus loin les chiffres plus détaillés. L'Allemagne, le modèle écologique européen, qu'est-ce qu'il a fait? Du charbon partout. Aujourd'hui, le lignite, le charbon brun est encore toujours à 24% de la production d'électricité en Allemagne, le charbon noir à 18%. Ça a changé à peine de 1% depuis quelques années. Donc, de nouveau, l'Allemagne a besoin, pour son industrie, vous pensez bien que les gros industriels sont allés voir Merkel, on dit, tu fais ce que tu veux avec le nucléaire, nous, on a besoin d'électricité, peu importe d'où elle vient. Du coup, Merkel a dit, on construit 10 gigawatts, depuis 10 ans, elle a construit 10 gigawatts de charbon, et il y a 10 gigawatts de charbon encore dans les tiroirs de l'Allemagne pour les 10 prochaines années. Donc, l'Allemagne va résolument passer au charbon et, bien sûr, au renouvelable. Voilà. La France, par exemple, le nucléaire est ici, les renouvelables sont là. C'est une alliance qui fonctionne très bien. L'Allemagne, elle n'a pas de nucléaire, elle a tout remplacé par du charbon. Et elle a beaucoup de renouvelables. C'est le choix de l'Allemagne. La Finlande a un gros paquet renouvelable, pays modèle, comme toujours dans tous les domaines, un paquet relativement gros de nucléaire. La Suède, la même chose, gros paquet de nucléaire, gros paquet de renouvelables, essentiellement de l'hydro en Suède. Ils ont la chance d'avoir la bonne géologie, tout le monde n'a pas ça. La Belgique, comme toujours, quelque part au milieu, gros paquet de nucléaire, très bien au point de vue renouvelable, bravo, c'est excellent, et toujours du fossile pour garantir l'approvisionnement. Ça a un coût, tout ça. Les trois pays que j'ai mentionnés, Suède, France et Finlande, ont les coûts d'énergie les plus bas, d'électricité les plus bas. L'Allemagne le plus élevé et la Belgique très mauvais élève parce qu'une politique des prix qui est absolument discutable. Problème des renouvelables, ils arrivent sur le réseau de façon obligatoire, c'est la loi, ils perturbent tout ce qui est énergie traditionnelle, donc les fossiles et le nucléaire n'ont qu'à s'adapter, ça a un coût tout ça pour le consommateur. Les techniques de stockage sont en plein développement, c'est un domaine passionnant pour la recherche. Stockage mécanique, thermique, chimique ou électromagnétique, donc le choix, bien entendu. La voiture électrique, disons une seconde, un chiffre important. Si on veut passer à 80% d'électrification du réseau européen de voitures, pas parler des camions, pas parler des trains, des voitures uniquement, on aura besoin de 150 gigawatts d'électricité, c'est-à-dire 150 grosses centrales nucléaires. Rien que pour 80% d'électrification du parc automobile. La Chine arrive, qu'on le veuille ou pas, par ces nouvelles routes de la soie. Donc il est évident, on a déjà parlé avant, que la technologie, pour ne pas dire la culture chinoise, va tout doucement pénétrer dans nos pays et dans nos habitudes. Donc conclusion, bien entendu, il faut toutes les énergies, il n'y a aucune raison d'exclure quoi que ce soit. Il y aura peut-être même des énergies assez originales qui vont sortir dans le futur. La recherche, et en milieu académique, c'est le moment de le dire, doit travailler plus que jamais, avec du big data en particulier, optimiser tout ce qui est production et consommation de petites sources d'énergie. Une série de livres, je vous recommande en particulier le livre de Jean-Pierre Hansen avec Percebois, qui s'appelle Transition électrique. C'est un modèle de livre. Jean-Pierre Hansen est maintenant enseignant à Polytechnique Paris, donc c'est quelqu'un qui est vraiment très bien dans son domaine, et Percebois est un économiste. Ah voilà, important aussi, une enquête publique que la Commission européenne est en train de lancer. Vous avez encore une semaine jusqu'au 09 du 10 pour exprimer votre opinion sur la transition énergétique. Je vous conseille de le faire, ce sont des questions intéressantes
pour des universitaires. Et voilà, j'ai fini avec ça.